De commencer notre discussion. N'hésitez pas bien sûr à y participer, un micro va circuler dans la salle. À tout moment, vous pouvez vous manifester en levant la main bien haut pour qu'on vous l'apporte, que ce soit pour poser une question à notre invité ou pour simplement partager avec nous une réflexion, une impression, une sensation sur le film que vous venez de découvrir en avant-première et dans la compétition européenne. Merci Jean-Benoît Hugeux d'être venu nous le présenter. Alors c'est votre premier long métrage. Est-ce que faire un film, c'est construire un bâtiment qui tient ? En tout cas, il y a des analogies avec des fondations, parce qu'on ne part pas sur un film aussi facilement que ça, et il y a une durée, en tout cas, qui pourrait peut-être s'assimiler à la construction d'une maison, parce qu'on est sur ce film-ci, il a pris autour de 4 ans, je crois, ce qui a une durée à peu près normale pour un premier film, mais c'est vrai que la différence, c'est qu'une maison, on détruit rarement pendant qu'on construit, alors qu'un film, on est quand même très régulièrement à dire, en fait, ça marche pas, en fait, et à toutes les étapes, en fait, de l'écriture, du montage, il y a beaucoup de déchets dans un film. Il faut faire attention à ne pas abattre des murs porteurs, quand même. Les fameux murs porteurs. Et justement, peut-être, pour filer la métaphore, pour ce qui est du personnage, est-ce qu'il s'agit d'abattre des cloisons, comme il en est question dans le dernier dialogue du film qu'on vient d'entendre, abattre des cloisons entre les personnages ou à l'intérieur de soi-même ? J'ai l'impression que surtout, ce qu'on a essayé de faire avec Julie, avec qui je coécris, c'était de se dire que c'était quelqu'un qui avait bâti tout autour de lui, sauf son propre intérieur, en fait. Et d'ailleurs, pendant longtemps, c'était une discussion qu'on avait quand on passait en commission. Les gens disaient, on voit jamais Ludovic chez lui, il n'a pas de maison, Et en fait, techniquement, le décor principal du film, c'est sa voiture. C'est le décor dans lequel on joue le plus, en fait. On a tourné, je ne sais plus combien de jours dans la voiture. Et c'était une décision que j'avais de pouvoir se dire, en fait, il a passé son temps à construire des ponts, des trucs suspendus, etc. C'était un gros travail de consultance pour l'architecture, pour éviter qu'ils sortent, enfin moi j'aime bien l'architecture parce que j'ai beaucoup d'amis qui en font, etc., mais pour éviter qu'ils ne sortent des lieux communs et que l'architecture surtout fasse sens, en fait. On se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on a choisi que ce type-là fasse de l'architecture et pas la boucherie ou la maçonnerie, et donc il y avait une envie de se dire, tiens, en fait, on sent quand même que son passé a été quand même assez délétère, et voilà, il a décidé de construire en avant, et qui peut être un peu une espèce de métaphore aussi du consumérisme et d'un capitalisme un peu forcené, où il y a des cadeaux, tiens, prends ça, prends une porte, et on dit, oh, ça va, calme-toi. Alors peut-être tout de suite, puisqu'on est entre nous, une réaction ou une question. Oui, on vous apporte le micro, merci. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations pour ce film que j'ai beaucoup apprécié. Effectivement, dans ce personnage, on voit plein de choses. Dans ce personnage, on voit un personnage qui a l'air assez trituré par sa vie, parce qu'on ne la connaît pas trop finalement, sa vie. Il est plutôt dans la vie des autres. Un personnage qui, au début, a beaucoup d'empathie pour les autres, et toujours dans l'empathie de faire bien pour que les gens soient contents. Il pense plus aux gens qu'à lui. Mais finalement, on se rend compte que ça lui va pas trop quand même, parce qu'il le dit pas. Et si j'ai bien compris, dans votre film, il a une fille qu'on ne voit jamais, parce qu'à un moment donné, il me semble que... non, mais c'est marrant, où est-ce que vous... C'est intéressant, ça. Ouais, il me semblait qu'à un moment, il avait dit qu'il avait une fille dans... Ah non, en fait, il s'approprie tellement l'espèce de rôle de paternité que quand ils vont acheter des livres anciens, d'autorité, le vendeur de livres dit, votre fille a l'air de bien aimer les livres, et donc lui file un petit peu l'image en disant, je peux quand même faire un cadeau à ma fille, et donc il usurpe un petit peu cette espèce de paternité, mais... D'accord. Non. Parce que j'avais pas, justement, par rapport à son parcours, j'avais l'impression que lui-même avait une fille dont il ne s'est pas occupé, quoi. Et donc, il reporte ça sur les 2 filles de son ami. En tout cas, s'il en avait une, il y a de fortes choses qui ne s'en soient pas très bien occupées à l'époque. Mais en tout cas, c'est un chouette film. Merci. Et c'est intéressant, cette notion d'équilibre entre penser à soi, penser aux autres. Mais ce qui était compliqué avec le personnage de Ludovic, c'est que c'est quelqu'un qui est tout le temps un peu sur des sables mouvants.
Et donc je voulais qu'il ait un rapport un peu de show-off, comme ça, de type qui démontre beaucoup, mais qui était très incertain, et dont on sentait que les racines n'étaient pas du tout... Enfin, en effet, pour continuer sur les métaphores, il n'y a pas beaucoup de fondations, quoi. Il n'y a pas de maman, on sent que le papa n'a pas été très sympa. J'ai un dessin, pendant très très longtemps, il est resté une séquence, à quasiment la toute fin du film, où il allait visiter son père à l'hôpital. On le voyait juste passer très sobrement la porte, on ne voyait même pas le papa, la porte se fermait, on disait tiens, ça se fait sur quoi, et c'est une séquence qui a posé question pendant très 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 longtemps pendant le montage, de se dire est-ce qu'on veut vraiment évacuer ce père dont on sent que ça a été quand même un type un peu brutal, enfin voilà, on sent que c'était quand même pas quelqu'un de très sympa, ou est-ce qu'on a besoin à la toute fin de le faire renouveler, et c'était compliqué parce que ça amenait comme une espèce de nouvelle narration, et dans les visions de montage les gens disaient ouais mais alors tu recommences le film. Mais donc c'est sûr que Ludovic se construit par tout ce qui est autour de lui et par cette manière qu'il a d'être vraiment complètement excessif, et finalement les gamines, du haut de la naïveté de leur enfance, de leur adolescence, le confrontent à quelque chose auquel personne n'avait jamais pris le soin, le temps, voilà, enfin, moi, mon père, c'était pas une relation incroyable avec lui, sinon je ferais pas des films comme ça, on s'en doute un peu. Mais mon père, il était né en 43, enfin, c'est d'autres rapports au temps, quoi. Enfin, ma mère, quand on parle de sa mère était née en 12. Enfin, donc, maintenant, les générations ont beaucoup évolué, mais c'est sûr qu'on a pu grandir, enfin, moi j'ai 50 ans, avec des parents qui étaient nés dans des relations où on ne se posait pas du tout la question d'aimer les enfants, de ne pas aimer les enfants. Enfin, ces questionnements-là n'étaient pas là, en fait. Enfin, et c'est assez difficile pour cette génération-là. Et vous venez de parler qu'il pouvait y avoir un peu de vous dans ce personnage. Et est-ce que c'était évident dès le début que vous alliez l'interpréter ? Moi, je savais que je voulais jouer dedans. Pour plusieurs raisons, qui étaient que j'ai pas toujours le boulot que je voudrais, donc je me dis bon autant le fabriquer. C'était un truc d'auto-entrepreneur assez basique en fait, de me dire bon ben autant jouer ça. Et j'avais fait un film quelques années avant qui s'appelle La Musique, un moyen métrage, où je jouais un type un peu comme ça, qui était un petit peu le préquel de ça, un type quand même plutôt un peu libéral, et comme j'ai plutôt l'habitude de jouer des espèces de fous pédophiles qui vivent dans des caves, les gens disaient ah mais tiens en fait tu peux jouer un type plutôt élégant qui possédait une entreprise et tout. J'ai dit bah oui mais bon comme quoi il y a moyen. Et donc en faisant ce genre de film je m'écris des rôles que j'aurais envie de jouer. Et je savais aussi que c'est un personnage qui est très compliqué à écrire et qui était très compliqué à défendre en commission aussi, parce qu'on nous a souvent dit ouais mais est-ce que c'est un connard, est-ce que c'est pas un connard, est-ce que c'est un drame ou est-ce que c'est pas un drame, est-ce que, enfin on a eu beaucoup. Il est labellisé dramédie. C'est dramédie, on essaie de se battre un petit peu avec des qualificatifs comme ça, mais c'est très difficile, et je sais que quand je l'ai défendu au Centre du cinéma en France, par exemple, les gens avaient dit est-ce que c'est un drame, et j'avais dit non, ne vous inquiétez pas, c'est une comédie, et puis après j'avais reçu comme retour ah non c'est un drame, il ne le sait pas lui-même. Donc je m'étais dit voilà, et on a utilisé comme référence pendant très longtemps Tony Herman, qui est quand même un film qui parle de sujets de société assez durs, quoi, assez contemporain, assez prégnant, sur un ton très badin, très loufoque. Enfin, c'est un film incroyable, Tony Herman, et donc c'est sûr qu'il y avait l'envie de jouer dedans, et je savais que toute l'éventuelle brutalité, le manque d'empathie qui tout d'un coup se révèle sur ce personnage de plus en plus, allait être contrebalancé par ce que moi j'allais pouvoir en temps réel y insuffler, parce que le film est quand même assez écrit, mais il y a beaucoup d'improvisation dedans, il y a beaucoup de moments donnés, toutes les séquences où je suis avec mon collègue Laurent Capelluto au boulot, je dis tiens on va voir le truc, tout ça est entièrement improvisé de A à Z, et donc il y a des fois il se marre vraiment, etc. Donc l'idée c'était de me dire je sais que avec mon air de vieux cocker, je vais quand même compenser un peu le côté un peu libéral de ce bonhomme-là. Donc c'était très important que moi je le joue, et que je ne donne pas ça à un comédien qui allait peut-être me dire dès le premier jour ça j'aime pas, on va réécrire, et me dire putain j'ai bossé 4 ans pour pas avoir le rôle, quoi. Enfin, c'est mon préféré. On a une réaction ici devant. Merci, bonsoir. Bonsoir, et merci pour votre film. Bon, c'est un personnage qui aime fabuler, raconter des histoires, qui aime jouer au pistolet, qui a beaucoup de traits d'immaturité, et qui est même franchement immature. Et ça fait peur parfois un petit peu. D'ailleurs, on l'a vu dans votre film, c'est très très bien fait. Comment vous avez fait pour construire ce personnage? Et puis, je me suis dit, moi j'ai une autre question. J'ai trouvé que la musique allait très bien avec le film et qu'elle était très belle.
Et comment avez-vous fait pour la choisir? Alors, le personnage, l'idée, c'était... Alors, il y avait évidemment beaucoup plus de scènes qui ont été écrites, mais n'ayant pas eu le financement, on n'a pas eu le fameux restaurant et Dining in the Sky, enfin, tous les trucs qui coûtaient 40 000 balles, ça, on les a vite virés. Mais l'idée, en tout cas, à l'écriture, c'était d'être... En tant qu'adulte, il était assez immature. Il jouait à des paintballs, il rigolait, enfin, il y avait plein de séquences comme ça, avec sa copine, et puis il faisait le zozo à poil dans le lit, etc. Enfin, et finalement, c'était beaucoup plus avec des gamines qui l'acquéraient un petit peu, je ne sais pas si je l'ai bien conjugué, mais sa maturité. C'est jamais évident. Et non, il n'est pas évident. On va éviter les subjonctifs imparfaits. Et donc, l'idée, c'était que finalement, ben, lui, avec la rencontre, surtout de la plus grande des deux, elle grandissait et lui revenait vers elle. Enfin, il y avait une espèce d'affinité élective. Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment assez important, c'était de se dire qu'en fait, ce type, depuis le début, n'avait rien eu qui le contraignait à devenir un peu mature, ni les parents, ni le boulot. Et on dit, bon, ben, ça avait l'air d'être un type qui est probablement bien sorti de sa promotion d'architecture, qui était probablement le petit génie, qui avait fait un super projet. On se doute que, enfin voilà, quand il cite qu'elle a travail et tout, on sent que c'est un peu des références pour lui. Et en même temps, quelqu'un qui est resté dans un temps ancien. Et donc ça, c'était une chose qui était très importante, c'était qu'en tant qu'adulte, il n'était pas du tout mature. Et par rapport à la musique, il y a eu des choix très compliqués. Moi, je suis un mélomane convaincu, j'adore, enfin j'écoute tout le temps de la musique, j'ai des centaines de musiques références, et j'avais demandé à un musicien, à un guitariste, de composer pour le film. Un guitariste bruxellois que j'aime beaucoup et qui a fait un album de reprise à la guitare, où on n'entend pas tout de suite que c'est la reprise, quoi. Il reprend des morceaux, et mais ah oui, putain, c'est William Scheller, on l'avait pas vu venir. Et j'avais demandé de faire ça pour que on puisse un peu voguer sur cette espèce de confusion des sentiments, de Ludovic, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il est. Mais cette musique rendait le film beaucoup trop mélancolique. Il y a une fracture avec la mélancolie qui était très dangereuse dans le film, et dans le montage, on a vraiment dû se battre un peu pour pas pleurnicher avec le personnage, parce que bon, il pose quand même des actes. Et donc, assez vite est venue la musique au Kalimba, qui est un autre musicien belge que j'avais rencontré comme ça. J'ai demandé si je peux avoir ses morceaux. Et il y a cette sonate de Scarlatti au début, la 141, voilà, pour ceux qui aiment bien, mais qui est jouée par Scott Ross. Et je voulais qu'elle se délite un peu. Et donc, en fait, là, j'ai appelé un musicien avec qui j'avais déjà travaillé, il s'appelle Fabien Fiorini. Et on a travaillé pour que, quand elle soit reprise au piano, elle vienne 3 fois et qu'à chaque fois, elle s'abîme un tout petit peu. Mais là aussi, c'était pas facile parce que bon, on a eu un studio d'enregistrement, mais ça coûte les yeux de la tête. On n'a pas eu une semaine pour enregistrer ça, on a dû faire ça en une journée. Mais d'arriver à ce que la mélodie claudique un tout petit peu et qu'elle commence à devenir un peu fausse, mais sans spécialement faire des tritons ou des accords foireux, quoi. Et donc ça, c'était très important d'avoir cette espèce de musique qui reviennent, et après ça, les œuvres de la Renaissance, il n'y a pas vraiment de raison à proprement parler. Mais... Monsieur a relevé l'aspect joueur du personnage. Vous avez évoqué la façon dont aurait pu se terminer le film. J'ai été frappé par le fait qu'il s'ouvre sur des adultes qui jouent et il se referme sur des enfants qui jouent. J'y avais pas pensé comme ça, mais en fait, finalement, le film, il y avait plein de fins possibles. Au tout début, je voulais terminer le film dans l'atomium. Dans les buts de l'atomium où elle l'abandonne, etc. Et tout le monde me disait, oh salaud, t'abandonnes tes personnages, vraiment trapules, qu'elles paraissent. Enfin, je dis, bon, ok, j'ai envie d'avoir les sous, je vais quand même écrire des fins. Comme ça, au moins les commissions vont me dire, oui, cher monsieur, voilà. Et en fait, en écrivant, chaque fois, je me disais, ouais, mais je vais m'arrêter là. Et comme il y avait cette séquence du père qu'il allait voir la clinique, il allait à l'atomium, puis il allait voir son père, puis ça s'arrêtait. Et puis il y avait les enfants. Et en fait, finalement, cette fin avec les enfants, c'est un peu imposé comme un cercle, mais ça n'a pas été un choix primordial de dire attention, scénaristiquement, on va fabriquer un pendant. Ça, c'était pas une idée préconçue. Une autre réaction, oui, plus au fond de la salle, on vous apporte le micro tout de suite. Avec une rapidité exceptionnelle. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Pourrait-on dire dans le fond que un peu la leçon du film, c'est que la vie, c'est comme un appareil dentaire. Ça nous fait grandir, mais ça fait mal. Oui, joli. Parfois, il y a des choses qui se coincent dedans aussi. Mais on pourrait effectivement utiliser cette métaphore-là. Oui. C'est vrai que ce n'était pas celle à laquelle je pensais, mais je pourrais la citer. Oui. Et alors, le personnage est architecte. J'ai envie qu'on parle un peu aussi de l'architecture des plans.
vous privilégiez intelligemment les plans moyens qui placent les personnages dans leur environnement, et comme ça vous vous intéressez à la fois au visage et au décor, c'est ça? Mais en tout cas, je voulais ce format vraiment large, un format que j'avais déjà utilisé, qui est utilisé de temps en temps, mais vraiment je voulais ce gros format, scope, pour pouvoir mettre tous les gens, et je savais que je voulais qu'il y ait plusieurs fois des gens ensemble. Et après, moi, en fait, ce qui se passe, c'est que je découpe assez peu les plans. C'est un peu la poule ou l'œuf. D'une part, j'ai pas fait d'école et je sais pas du tout comment est-ce qu'on découpe, et je suis chaque fois ébahi quand je vois des grands cinéastes. Je me dis, mais comment est-ce qu'ils arrivent à savoir qu'ils découpent comme ça? Pour moi, c'est vraiment comme des chefs d'orchestre, quoi. Je n'arrive pas à comprendre que les gens puissent se dire, à l'écriture, on va découper comme ça. Avec les années, j'apprends un tout petit peu, mais je trouve ça très difficile. Donc, d'une manière ou d'une autre, je dis, je vais très peu découper. Comme ça, je vais pas me casser la gueule. Mais, évidemment, le gros avantage de ça, c'est que ça permet d'avoir un jeu qui est très vif, parce que tout le monde peut se parler dessus, comme dans la vie, on passe son temps à se couper et tout. Et moi, étant plutôt comédien de formation, j'ai toujours été assez étonné qu'au cinéma, on me dise, attention, on parle pas en même temps que les autres, sinon on ne sait pas monter, ne chevauche pas les autres paroles, parce que, et je me disais, mais c'est complètement antinomique avec l'espèce de vie qu'on essaie de mettre à l'écran. Attention, oui, mais, et il est évident que quand on veut très fort découper un film, on n'a pas le choix, c'est pas montable sinon. Mais donc, il y a quelque chose autour de ça où je savais que je voulais garder ça. Donc, à partir de ce moment-là, je peux très peu faire des gros plans, aller chercher des gros plans tout du long, et j'ai aussi l'impression que de garder une relative sobriété, d'être un peu loin des personnages, permet un peu plus de les perdre, quoi. Et l'idée, c'était quand même assez souvent de perdre Ludovic dans les cadres, un petit peu, de le décentrer, d'un peu mettre les autres face à lui. Enfin voilà, il y avait cette idée de ce type un peu perdu dans les décors. Ça correspond aussi à une thématique du film qui est la question de trouver sa place. Oui, et c'est pour ça qu'à la fin, c'est particulièrement marqué dans l'atomium, où il est vraiment complètement décadré, il est complètement perdu au milieu de ces espèces d'énormes boules de fer, là. Enfin, et c'était ça l'idée, c'était qu'il n'a pas vraiment d'endroit, il visite les chantiers, il est perdu, il est toujours assis à moitié un cul sur un truc, comme ça, enfin, il est toujours mal dans les canapés. Et donc, il y avait quand même cette idée de pouvoir un peu le perdre dans les paysages, en fait. Peut-être une autre question, prise de parole, sentiment sur le film, sur le personnage, oui, monsieur? Merci. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, une première réaction. J'ai été surpris quand vous avez dit que c'était un premier film. Parce que souvent, dans les premiers films, on peut avoir tendance à mettre beaucoup de choses, beaucoup de sujets, beaucoup d'art. Et là, il y a une situation, quelque chose qui est tenu. Et de savoir, vous avez évoqué le fait que vous aviez à peu près 50 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire... maintenant, je veux passer à la réalisation par rapport à tout ce que j'ai pu auparavant. J'ai commencé à... Moi, je fais des documentaires aussi à côté, que je fais en même temps, quoi. Et j'ai commencé la réalisation de fiction il y a une dizaine d'années, sur un huis clos c'est une soirée de bourgeois, enfin de bobos bruxellois, et puis il y a un type qui ramène un copain arabe à lui, et c'est un dealer, et puis d'un coup, le dealer va dealer au coin de la rue, et puis il y a un sac qui disparaît, et donc on est obligé d'accuser le mec, mais on s'en veut, enfin peu importe l'histoire, mais c'était un huis clos. Et c'est un film que j'ai fait en me disant, je vais essayer de mettre la commission, on verra bien si ça passe, je vais faire tourner mes copains, c'est un huis clos, ça peut aller très vite, et les dieux des calendriers ont fait que ça s'est mis très très vite comme ça. Et hop, on l'a eu, en fait c'est une semaine dans un lieu unique, avec tout le monde est libre, on fait le film, et en un an, tout était fait, tourné, monté, et si j'avais pas eu de chance, j'aurais peut-être jamais continué. Donc je suis rentré d'une manière assez évidente, en tout cas dans la réalisation, et j'ai eu l'occasion de faire plein de courts-métrages très rapidement, en me disant merde, je commence à réaliser à 40 ans, il y a plein de gars qui sortent des écoles à 22 ans, qui connaissent 10 fois plus que moi, donc j'ai intérêt à pratiquer beaucoup, quoi. Un truc finalement un peu industriel, quoi, de me dire tiens, il faut que j'apprenne, il faut que je fasse des erreurs avec des films. Et c'est vrai que quand je suis arrivé sur ce film-ci, j'avais quand même déjà comme expérimenté pas mal de choses, et j'avais quand même une pratique qui permettait de me dire attention, n'écris pas des nuits, n'écris pas des scènes où il va y avoir de la pluie, n'écris pas... Et en fait, à un moment donné, nécessité et vertu font que on écrit des histoires qui sont assez ramassées, et où on se dit, en fait, moi, si je veux pouvoir privilégier du temps, ce qui était vraiment la règle numéro 1 que je voulais, c'était du temps de tournage, parce que le monteur récupérait la matière, me disait cette séquence-là, elle est un peu fragile, ce serait bien que, hop, on retournait une séquence, maintenant qu'on avait les décors, tiens, il y a plein de séquences
Par exemple, quand il mange son petit croissant tout seul dans sa bagnole, c'est des séquences qui n'étaient pas écrites et qu'on n'avait jamais tournées, et on s'est dit c'est des bonus. Et en les faisant, on s'est dit tiens, en fait, c'est des séquences qui deviennent ultra nodales alors qu'elles sont très creuses, parce qu'elles parlent beaucoup du personnage, en fait, de sa vacuité. Et donc, dans ce film-ci, je savais que moi, jouant dedans, en production belge et tout, j'allais jamais lever de pognon, et que donc j'ai dû, à un moment donné, un peu réduire aussi une espèce de voilure. Mais après, c'est un peu le principe de l'arte povera aussi. Mais c'est sûr que c'est un petit peu aussi le fait que les financements sont difficiles à avoir qui font que j'ai réduit le film à une ligne droite comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas que les moments où votre personnage est seul. Je trouve que c'était aussi important pour vous de montrer avec les filles, en fait, montrer Ludovic dans des temps qui sont supposément des temps morts, donc dans la voiture, en train de faire la vaisselle. Ben c'est tout un temps qu'il ne connaît pas, en fait, parce qu'il a toujours rempli, quoi. Ludovic, il remplit avec les gens, il prend des chantiers, il y a sa copine, là, dont il va visiter les chantiers avec elle, et il y a une espèce d'énergie, et qui finalement peut correspondre un peu à l'énergie des ados, parce que les ados, ils sont un peu on-off, comme ça, enfin, ils peuvent avoir cette espèce de truc très dynamique, et puis tout d'un coup, glander comme des moules en plein milieu du canapé, et en fait, ça ne pose aucun problème à personne, quoi. Enfin, je veux dire... Et c'est ce qui fait on voit très bien. C'est ce qui fait que tout d'un coup, Ludovic arrive à redescendre à cet endroit-là. Mais et c'est pour ça que dans le boulot, en fait, on le voit presque toujours actif. Il y a très peu d'années où il ne travaille pas. Et je suis assez d'accord avec monsieur qui remarquait que le film restait très centré sur ses enjeux et sur son récit précis. Et il y a plusieurs sujets de fond que vous abordez presque mine de rien. Le harcèlement scolaire, les rapports entre wallons et flamands, la situation sociale des uns et des autres. Mais la question flamand-francophone, ça c'était quelque chose auquel je tenais parce que c'est tout à fait récurrent en Belgique. Il y a beaucoup d'autres pays où ça serait terminé à la Kalachnikov ou à la machette, et en Belgique, juste, maintenant, bon, on passe quand même vraiment à droite, on se rapproche de vous inquiétez pas, on arrive bien à droite, c'est fini. On suit un peu tous le même mouvement. Oui, les Belges sympas qui n'ont pas de gouvernement mais qui risquent, ça c'est un peu fini maintenant. C'est dommage. C'est vrai, ça se droitise très fort, enfin c'est très, très difficile en Belgique pour l'instant, la culture migratoire, enfin c'est très très violent ce qui se passe, mais peu importe, mais en tout cas c'est une réalité que moi j'ai connue, j'ai habité Gand, j'ai eu une copine néerlandophone pendant longtemps, et cette espèce de réalité où on peut sauter d'une langue à l'autre en plein milieu de la phrase est quelque chose qui est assez récurrent à Bruxelles, quoi. Et ma fille, qui a 3 ans, elle est dans une crèche néerlandophone, parfois elle dit « oh, j'ai mal à ma buik », et donc en fait on saute très facilement d'une langue à l'autre. Ça c'était quelque chose que je trouvais qui permettait de raconter de la belgitude, en restant très sobre et en évitant de tomber dans Dickeneck, enfin, je dirais rien contre Dickeneck, mais voilà, qui fait un choix, en tout cas, de surligner des choses contre lesquelles on a un certain nombre de Belges à se battre, quoi. À pas vouloir dire, enfin, parfois on m'envoie encore des scénarios, le Belge dit, allez, une fois à Côte-Ferdôme et tout, je dis, putain, personne ne parle comme ça depuis les années 80, enfin, on ne demande pas aux Noirs de jouer comme Michel Leb, on ne demande pas aux Chinois, et d'un coup on demande encore aux Belges de dire, tiens, vous les Belges, vous êtes sympas. Donc c'est une chose qui est très compliquée et qui est pas facile à défendre et qui me semblait être tout à fait prégnant en Belgique, en tout cas en Belgique francophone, dans un certain milieu aisé, culturel, et c'est sûr que ça correspond aussi, pour répondre à la question de différence de culture, etc., ça correspond à des gens aisés, quoi. Ce truc de sauter d'une langue à l'autre, etc., c'est quand même déjà des gens qui ont un certain accès à la culture, qui ont un désir, en tout cas, de pouvoir donner 2 langues. De toute façon, quand on veut travailler dans le fédéral en Belgique, on doit maîtriser les 2 langues, c'est obligatoire. Dès qu'on veut travailler dans une structure fédérale, on est obligé. Donc, une autre peut-être question, on vous apporte le micro tout de suite. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Dans le générique, à la fin, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes surtout comédien, mais il y a mort ou morte au montage. Oui. Est-ce que c'est le fait de gens qu'on disparu? Non, ils ne sont pas tous morts quand même. Non, ils ne sont pas morts, mais vous les avez. C'est des scènes qui ont été. C'est des scènes qui ont été nettoyées pour les besoins narratifs, en fait. Donc c'est une volonté du réalisateur ou du. Et du monteur. Et du monteur. Le monteur. Est-ce que c'est plutôt en tant que cinéaste ou en tant que comédien que vous avez... En tant que comédien, je trouvais important de pouvoir dire que ces gens-là ont disparu du film, pas pour des raisons de jeu, d'interprétation, mais pour des raisons artistiques. Et moi, ça m'est déjà arrivé quelquefois comme comédien d'être coupé au montage, de ne pas le savoir, d'aller voir le film, et parfois le réel qui dit justement oui, je t'avais pas dit machin, et parfois de le découvrir, quoi, en fait. Voilà. Et je trouvais que c'était
comme c'est quand même un métier un peu cruel, enfin on va pas épiloguer là-dessus, mais je trouvais important de pouvoir signifier que les gens ont disparu, parce qu'en fait, parfois c'est des séquences auxquelles je tenais pendant très longtemps. Il y a des séquences de gens qui sont morts au montage là, qui ont tenu jusqu'à quasiment la toute fin, mais on disait ouais, mais attention, parce que ça nous amène à un autre endroit, ça a une autre grammaire, c'est un autre grain. Par exemple, le monsieur, au début, que je vois sur un chantier qui parle turc, avec ses collègues, beaucoup plus tard dans le film, il y a une séquence qui est restée très 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 longtemps, à laquelle je m'accrochais, où il ne savait pas quoi faire de ce fichu vélo, et il allait offrir ce vélo à ce monsieur, quoi. Et ce monsieur disait, mais qu'est-ce que vous voulez oui, vous avez une fille, n'est-ce pas You go to doctor, à moitié en anglais, il essaie de lui donner ce vélo, et c'est une scène à laquelle je tenais, mais c'est tellement fragile le montage que tout d'un coup, ça faisait un tout petit peu tomber le personnage vers un truc trop pathétique, et on l'abandonnait un tout petit peu. Alors il a fallu retourner la scène où vous vous débarrassez du vélo. Alors je savais déjà que je voulais le jeter, par contre je voulais absolument le jeter dans l'eau. Ce que j'avais envie, c'était qu'il le jette dans l'eau. Je voulais absolument qu'il ait un côté Attila et qu'il dise ok, si ce vélo ne sert pas aux gens que moi je décide, enfin voilà. Il pouvait pas le laisser contre un mur et se dire que quelqu'un va s'en servir, quoi. Ludovic, il est quand même beaucoup trop libéral pour ça. Et donc on voulait jeter ça dans un canal, et on s'est battu pendant des mois et des mois et des mois avec la brigade fluviale de Bruxelles, en disant mais vous inquiétez pas, il y aura même des hommes grenouilles dedans, on va y mettre une corde et on va enlever la corde après ça, en effets spéciaux, etc. Mais ils ne voulaient pas, pour l'image, qu'on puisse dire que des gens jettent des vélos ou des cadavres, ou enfin peu importe, dans le canal de Bruxelles, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est par exemple une scène qui ça me fait de la... Enfin, finalement on l'a acheté sur un truc, mais ouais, j'aurais vraiment voulu que ce truc disparaisse dans l'eau et que voilà, ça soit complètement perdu, quoi. Alors on s'intéresse au chantier dans le film. Est-ce que c'est pour dire que la vie est un chantier permanent? Mais en tout cas, il y a un système de construction, et surtout à Bruxelles, c'est une ville où on détruit, on reconstruit tout le temps, quoi. On n'arrête pas de détruire, de reconstruire. Comme c'est une capitale européenne, les majorités changent, etc. Et en fait, on passe notre temps à reconstruire. Et ça, c'est quand même aussi une réalité à la fois évidemment du personnage, mais qui est aussi une réalité bruxelloise, qui est que le nombre de lieux que moi je connais, de gamins, et on a tourné justement un peu dans le quartier où mon père avait sa société, il avait une société de produits chimiques, et pendant des années j'allais voir de temps en temps mon père là-bas, et puis un jour ce truc était complètement détruit, les bâtiments ont été construits, et nous on a beaucoup tourné dans ce quartier d'Anderlecht, qui est l'ancien quartier industriel de Bruxelles, parce que c'est moins cher, et puis beaucoup de nos décors s'y trouvaient. Mais donc c'était marrant de pouvoir aussi se dire que, enfin, il y a des lieux qu'on a connus et qui ont été entièrement détruits. Et à Bruxelles, c'est très mouvant, et donc ça permettait légèrement de filer la métaphore de ce type qui construit, et puis de bâtiments qui sont tout le temps en action, enfin cette espèce de roue qui ne s'arrête jamais. Alors moi qui ai une dernière peut-être question ou réaction. Simplement, vous êtes aussi un artiste multi-carte à côté du cinéma. C'est pour ça que vous donnez dans le film une vraie place à l'art aussi dans cette histoire. Mais j'aurais voulu, là de nouveau, enfin, je ne vais pas dire tout ce qu'il n'y avait pas que j'aurais voulu, mais j'aurais voulu beaucoup plus pouvoir travailler sur l'art contemporain. Ça m'intéressait de travailler beaucoup, et que la gamine, par exemple, connaisse Duchamp. Et qu'elle dise, ah oui, tiens, ceci est un urinoir, ceci n'est pas un urinoir, etc. Mais le problème, c'est que tous ces gens qui ne sont pas morts depuis 70 ans, enfin, les ayants droit coûtent extrêmement cher, en fait. Enfin, pour filmer l'urinoir de Duchamp, je crois que c'est 15 000 €, enfin, alors que Duchamp est mort depuis belle lurette, ou Beuys. Et ça, c'est vrai que c'était par contre une envie que j'avais que la gamine. Mais par contre, on m'a dit, bah, tu peux filmer ce que tu veux, dans Bosch, dans Bruegel. J'ai dit, putain, incroyable, en fait, j'avais pensé qu'on puisse filmer La Chute d'Icare ou Le Jardin des Délices, et donc finalement, on le fait. Mais c'est sûr qu'il y a, en tout cas, chez Ludovic, un désir de passation qui passe à travers l'art, et qui est comment est-ce que cette gamine elle-même se découvre une passion pour ça. Alors, ultime question, saurez-vous nous dire quand sort le film sur les écrans? Alors, le film ne sort pas tout de suite, vu qu'on n'a pas de distributeur. Pour l'instant, c'est encore le problème qu'on a en France, et qu'on cherche encore un distributeur. Mais c'est le début du festival, et on va voir un peu comment est-ce que ça va. Ça passera au festival de Mons, en tout cas, au mois de mars. Donc, si vous avez des amis montois, n'hésitez pas à leur dire. Mais voilà, maintenant, il va commencer sa vie. Bon, ça, c'est tout un autre débat de comment est-ce qu'on finance et distribue des films. Mais là, on est parti pour la nuit. Un autre chantier. Voilà, c'est un autre chantier. Mais vous pouvez vous-même défendre le film grâce à la petite carte que vous avez encore entre les mains et que vous allez remettre à la sortie avant de découvrir d'autres films, d'autres salles. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci Jean-Benoît.